Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 septembre, j'ai un rhume absolument horrible, je m'en excuse d'avance parce que franchement ça va être désagréable à écouter pour le journal, mais on va avoir des sujets sympas, ça va compenser un petit peu. Nous commencerons avec le match du FC Barcelone du côté de Newcastle et évidemment la prestation de Marcus Rashford qui ne manque pas d'être remarqué, d'autant plus que l'international anglais se faisait quelque peu discret depuis le début. On parlera également de Monaco et là attention, ça va être colère, déception, frustration et honte pour le club français qui affrontait Bruges. Nous évoquerons City-Naples avec un retour raté de Kevin De Bruyne, mais ce n'est pas de sa faute. José Mourinho qui trouve un nouveau club et l'évolution du classement FIFA. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Jusqu'à présent, Marcus Rashford il était discret du côté du FC Barcelone, pour pas dire carrément dispensable, mais c'est bon, il a marqué un match de son empreinte, il a inscrit un doublé face à Newcastle, les deux seuls buts du Barça qui permettent au club espagnol de repartir avec la victoire. L'Anglais a fait sensation dans son pays. Voici les compositions qui étaient alignées, et il y avait deux styles dans les milieux de terrain, un impact physique impressionnant du côté de Newcastle, même si évidemment Tonali et Guimarães ça a du ballon, et du côté du FC Barcelone, toujours des techniciens hors pair. Et d'ailleurs, je me permets cette petite question. Quand est-ce que Pedri a raté un match? C'est une succession de masterclass avec une régularité qui est juste affolante. Alors, du côté de Newcastle, on a montré des choses intéressantes, notamment au début de la rencontre où on a réussi à faire mal au FC Barcelone, sauf qu'à un moment, t'as manqué de réalisme dans les occasions que tu t'es procuré, et du côté du Barça, c'est un petit peu tout l'inverse. Justement, parlons de Marcus Rashford, c'est l'éléphant au milieu du couloir tant ce match est signé par sa grande prestation. Le premier but, ça vient de Jules Koundé qui fait un centre. Rashford est un petit peu laissé tout seul, la défense de Newcastle est à pointer du doigt, mais en attendant, il met une belle tête et faut l'applaudir pour ça. Et puis son second but, il fait une récupération et derrière, il met une très grosse frappe. Et lui qui était un petit peu sur le banc du FC Barcelone, n'avait pas fait forcément de gros coups d'éclat dans ses entrées, eh bien il a profité de l'absence de Yamal et de l'organisation tactique de son entraîneur pour être la star de la soirée. De toute façon, ce Barça, même sans Yamal, il est très fort, il faut le dire. Newcastle a manqué d'efficacité, Garcia a été impérial, les défenseurs devant lui étaient rassurants, et finalement, ce Barça, moi, il m'impressionne, je le dis encore et toujours. Les Belges doivent tellement se marrer devant le complexe de supériorité des Français, et je suis désolé, je le dis, je suis français, mais Bruges qui tape Monaco 4-1, c'était quelque chose qui était peut-être surprenant par l'ampleur du score, mais en tout cas, beaucoup de Français avançaient confiants pour Monaco, et de mon côté, je dois vous avouer que j'avais très peur de Bruges. J'avais fait une petite prévisualisation des matchs de Marseille, même Marseille, que je considère au-dessus Monaco, je les voyais potentiellement que pouvoir aller chercher un nul face à Bruges. Alors forcément, le club Bruges, il a mangé tout cru les Monégasques. Voici les compos qui étaient alignés. 4-1, donc si vous l'aviez pas compris, ça fait une sacrée pilule. Van Aken, formidable buteur, passeur, omniprésent, super mouvant, impérial au duel. Je compte même plus le nombre de ballons dangereux qu'il a distribués. Et tous les Belges ont fait une prestation XXL. Le tout alors qu'ils ont rapidement perdu Mignolet, leur gardien. Donc franchement, ils n'étaient pas non plus dans les meilleures conditions possibles. Du côté de Monaco, t'as un penalty qui est raté, t'as Akliouche qui fait un match globalement décevant, t'as tes offensifs qui sont aux abonnés absents, et en plus de ça, ta charnière t'as pas rassuré. Bref, vous voyez un petit peu le tableau, c'est dramatique. J'ai pas évoqué le milieu de terrain, mais je pense qu'il y a une déclaration d'Adi Hutter qui résume absolument tout. Il a dit après le match qu'il était pressé et qu'il attendait le retour de Pogba. Alors j'adore Pogba, mais ça fait 2 ans qu'il a pas joué. On était tous d'accord sur le fait que c'était un pari pour l'AS Monaco, qu'il fallait pas attendre son retour justement, parce que c'était risqué, que ça allait peut-être être formidable, mais qu'honnêtement, compter sur lui, c'était juste se tirer une balle dans le pied. Et ben voilà, nous sommes au mois de septembre et Monaco a déjà l'air de compter sur le retour de Pogba. Bon, après tout, le seul but monégasque qui vient du retour du mort-vivant Ansu Fati, donc qui sait, peut-être que ça va être une saison des retours, mais en tout cas, les statistiques de la rencontre le montrent relativement bien. Bruges mérite largement sa victoire, et les errances défensives de Monaco expliquent en partie ça.
Le grand retour de Kevin De Bruyne à Manchester City a été tout simplement gâché. Pourtant, au départ, ça partait bien. On peut se dire que le destin fait parfois les choses de manière formidable. Kevin De Bruyne qui quitte Manchester City, qui va du côté du Napoli. Il y avait très peu de chances sur le papier que Naples débute sa campagne européenne en allant du côté de City. Et pourtant, les étoiles se sont alignées. Il y avait une grande fête qui était prévue. Beaucoup de supporters ont rendu des hommages à Kevin De Bruyne. Sauf que voilà, Kevin De Bruyne n'a fait que passer. Voici les compositions qui étaient alignées. Et pourquoi je dis que Kevin De Bruyne a fait que passer? Di Lorenzo a été expulsé au bout de 20 minutes. Ensuite, stratégie de bloc bas, donc Kevin De Bruyne qui était moins utile. Il a donc été sorti par son entraîneur, remplacé par Mathias Oliveira. On n'a donc rien vu du Belge. Et sur le match, c'était une déception là aussi. Finalement, déjà que le Napoli subissait à 11, mais alors réduit à 10, ça a été un match à sens unique. Ils ont eu qu'un tir. Manchester City en a eu 23 en face. Je parle même pas de la possession où il y a une différence abyssale. Un très bon Foden, un très bon Doku, un Rodri tout en maîtrise. Emballé, c'est pesé. Finalement, il y a que le gardien du Napoli, à savoir Milinkovic-Savic, qui a limité la casse. Mais sinon, c'était vraiment un match très dominé par les Citizens. Retour à la maison pour José Mourinho, 25 ans après avoir fait ses débuts professionnels au Benfica en tant qu'entraîneur. Alors évidemment, Mourinho, moi je le rattache davantage à Porto. Il n'empêche que ses débuts, c'était quand même du côté du Benfica. Et pour Mourinho, ne serait-ce que le fait de retourner au Portugal, lui qui a connu tant de championnats, tant de pays, on peut qualifier ça de retour aux sources. On rappelle qu'il était entraîneur du côté de Fenerbahçe, qu'il a été limogé. Il y a eu des polémiques durant son passage, mais alors il faut voir comment il parle de Fenerbahçe, c'est affolant. En conférence de presse, il a déclaré qu'il avait eu tort d'y aller, que c'était pas son niveau, en fait, tout simplement. Moi, je vois ça l'équivalent d'un crachat au visage de son ancien club. C'est une dinguerie, c'est du José Mourinho. Du côté du Benfica, il signe un contrat qui l'engage jusqu'en 2027, et on va voir du coup si le Benfica c'est un peu plus de son niveau. En tout cas, il va coacher des joueurs intéressants, Pavlidis par exemple, mais Soudakov ou encore Antonio Silva, c'est quand même une équipe de jeunes prometteurs. Reste que moi j'ai l'image de José Mourinho qui aime bien faire venir ses joueurs, c'est souvent des cadres, c'est souvent des éléments d'expérience. Là ça va être un petit peu différent. En tout cas, José Mourinho, ça fait quelques années que c'est un peu plus compliqué, même s'il a eu des coups d'éclat du côté de la Roma. À la fin c'était vraiment imbuvable les prestations de son équipe. Alors est-ce que le Special One va faire son retour en retrouvant sa terre d'origine? Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être marrant à voir, ça, j'en suis certain. Grosse mise à jour du classement FIFA et bonne nouvelle, la France est désormais deuxième du classement, juste derrière l'Espagne. Les deux nations gagnent une place au détriment de l'Argentine qui est au pied du podium. Alors, le classement FIFA, c'est toujours de grandes polémiques parce que finalement, les matchs que tu disputes vont plus ou moins te permettre d'avoir des matchs à gros coefficients. Ça va plus ou moins influencer le classement. On a déjà vu des anomalies, des trucs qu'on avait du mal à expliquer. Bref, c'est à prendre avec des pincettes. Mais finalement, moi, si je réfléchis à mes favoris pour la Coupe du Monde qui s'annonce, eh bien, j'ai l'Espagne, j'ai la France et j'ai le Portugal. Les Portugais sont un peu en retrait dans le classement, mais sinon, c'est quelque chose de globalement cohérent. Ça me fait toujours marrer ces classements FIFA, parce que, on va être honnête, faut pas les prendre trop au sérieux, mais en attendant, ça permet quand même de se faire une petite idée. Est-ce que, à votre goût, il y a une équipe du top 10 qui devrait pas du tout être à sa place? Est-ce qu'il y a une équipe, au contraire, qui est sous-estimée et qui devrait faire son entrée? Je suis pressé de voir quelques-unes de ces formations s'affronter, mais la Coupe du Monde c'est loin. Si on prend par exemple le Brésil, Ancelotti vient de débarquer, ça va avoir le temps de bouger. Terminé pour le journal du jour, je vous l'ai plus ou moins annoncé hier, mais on va parler du classique Marseille qui réceptionne le Paris Saint-Germain. On peut dire que c'est une grosse semaine pour l'Olympique de Marseille, le Real, puis désormais le champion d'Europe en titre. Évidemment, c'est un des matchs incontournables de notre bonne vieille Ligue 1. C'est un match qui intervient à des timings intéressants. Du côté de Marseille, on peut se dire que tu as des recrues qui sont à peine incorporées. Du côté du PSG, tu peux te dire que physiquement, il y a des alertes dans tous les sens. Donc en fait, ça va être un contexte qui va peut-être amener un peu plus de surprise qu'à l'habitude. Bref, on s'étalera là-dessus cet après-midi. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous à 17h et un bon week-end footballistique. Salut!